Nous sommes probablement nombreux à attendre avec plus ou moins d'enthousiasme le reboot de Tomb Raider. À quelques semaines de sa sortie, nous sommes allés rencontrer son game director, Daniel Bisson, à qui nous avons pu poser nos questions, à commencer par les raisons qui ont motivé ce reboot. On parle beaucoup de reboot, mais c'est aussi une origin story. On revient à la source. Pourquoi on revient à la source? Parce qu'on veut réécrire un peu c'est qui Lara, on veut réécrire aussi c'est quoi la licence. En fait, c'est comme si on faisait une nouvelle IP, d'une certaine façon, mais en même temps, on utilise des piliers qui sont fondamentaux, l'identité qui est fondamentale à Lara et à Tomb Raider. Ce qui est important, c'est imaginer une Lara en pleine maturité, après Underworld, et là on décide de changer, de la rendre vulnérable, de la rendre fragile, de la rendre réelle, de transformer ses proportions parce qu'on veut vraiment focusser sur l'aspect intérieur plutôt que l'aspect extérieur. On veut vraiment aller chercher la genre de fille au côté de la rue, cette accessibilité-là en fait qu'on a envers le personnage. Imaginez faire ça avec Underworld 2, ça serait impossible. Donc de revenir en fait à la source, de redéfinir un peu qui est Lara, de rendre en fait ce personnage-là, je dirais, la moderniser, la rendre beaucoup plus forte, point de vue véracité, réalisme, que de dire bon ben voilà, quelqu'un qui ne répond pas. Donc je pense que le reboot est important, oui, pour se libérer des contraintes, des historiques des précédents jeux, ça c'est important, mais on a gardé quand même le cœur, parce qu'on veut pas faire un autre, juste nous on appellerait ça autre chose. Hein, ça reste quand même un Tomb Raider, on a gardé l'essentiel, mais le reboot ou l'origin story nous a permis de ramener Lara à l'essentiel. Et c'est ça que ça nous a permis de faire. Dévoilé depuis un certain temps maintenant, ce Tomb Raider a sans aucun doute généré tout un tas de feedback émanant des joueurs ou des journalistes, notamment à l'occasion de sa présentation au dernier E3 par exemple. Reste à savoir dans quelle mesure ces retours ont impacté le développement du jeu. Les feedbacks, pour adresser les systèmes, pour être franc avec vous, datent des feedbacks qui sont des Tomb Raider précédents. Parce que bon, les fans, les gens critiquaient énormément la rigidité du combat, les problèmes de caméra par exemple, des choses comme ça, dont on a adressé, qu'on a travaillé très fort sur ce opus-ci pour s'assurer que ces éléments-là sont à la hauteur en fait de la qualité des jeux qui sortent en ce moment. Et les feedbacks qu'on a reçus, je pense, étaient très positifs. Les gens étaient super surpris de voir qu'on avait une qualité AAA pour le combat. On a travaillé énormément surtout sur le polishing de ces systèmes-là. Il n'y a pas eu de feedback, de dire hey, on va changer complètement de direction. On serait... Parce que du combat, ça se fait malheureusement pas en quelques mois. Ça se fait en plusieurs mois. Et ça peut être en plusieurs années. Donc, pour arriver au niveau de qualité qu'on a en ce moment, ça a pris du temps et beaucoup de focus. Donc, en ce moment, on est très fiers. Les feedbacks étaient très positifs. Les gens étaient « wow ». Donc, je pense que c'est ça. Parmi les thèmes abordés dans ce Tomb Raider, on retrouve la notion de survie. Une dimension qui s'illustre évidemment dans l'aspect narratif, avec une Lara qui devra faire face à l'hostilité de la nature et des hommes, mais aussi à travers quelques idées comprises dans le game system. Le côté survival, c'est le thème principal du jeu. C'est aussi le concept qui va transformer Lara, qui va la rendre une personne dont l'identité n'est pas claire, elle sort de l'université, elle est un peu comme tout le monde sort de l'université. Hein. Qui nous sommes, on sait, on est une période de transition tellement longtemps qu'on sait vraiment lorsqu'on arrive au marché du travail, Lara va se retrouver dans cette situation-là et elle va se retrouver échouée sur une île qui va la définir en fait, qui va épuiser chez elle des qualités qu'elle ne connaissait pas avoir. Donc l'élément de survie existe dans le ton du jeu. Comme vous avez pu remarquer, c'est beaucoup plus dark, beaucoup plus noir. Dans l'expérience émotionnelle, Lara avant était très Teflon, je dirais, elle était toujours neutre. C'était je suis badass avec mes lunettes de soleil, à moins 40 dehors avec mes petites shorts. Mais on a voulu vraiment, donc le ton, le personnage, aussi dans le gameplay au niveau de l'évolution RPG. On ne voulait pas donner une Lara initialement qui avait tout. On voulait une Lara qui évoluait, on voulait avoir un arc qui définissait l'identité, la synchronisation entre le personnage et le joueur, façonner et vivre l'expérience émotionnelle et de survie en fait, que Lara elle passe au travers, mais que le joueur le sent, les échos, la résonance de ça. Dans le gameplay, vous allez chasser,
Vous allez aussi cueillir certains fruits pour vous nourrir, pour vous stabiliser le système. Mais tout ceci va vous apprendre une chose, c'est de vous adapter en tant que joueur à ce qui est autour de vous. Mais à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle le breaking point. Bang! Où est-ce qu'elle va être confrontée avec l'humanité. Qui va être en fait, ce qui normalement, l'humanité serait supposée de venir me sauver, les gens seraient supposés être là pour m'aider, mais non. Il y a un autre agenda, il y a d'autres buts. Et tout ça va amener le joueur et Lara à s'adapter à ce conflit-là qui s'en vient. Et d'où vient le premier kill, qu'on appelle la première fois que Lara tue, qui est un moment très intense, qui est un moment qui est très personnel, très organique, qui va justement par la suite ouvrir la voie de la survie. Le joueur doit connaître son environnement parce qu'éventuellement, il va devoir l'utiliser comme arme, comme bouclier, comme endroit où se protéger parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont lui être, qui vont être portés comme obstacles. Pour raconter son histoire et impliquer le joueur, ce Tomb Raider fait appel, comme beaucoup d'autres productions AAA, aux Quick Time Events. Si le principe des QTE peut en agacer certains, notamment à cause de la dimension assistana et l'intérêt limité en termes d'interaction, cette mécanique de jeu peut aussi trouver une justification, et Daniel a un point de vue plutôt intéressant sur la question. Une des choses qu'on a tenté de faire avec Tomb Raider, ce Tomb Raider-ci, c'est de créer une expérience émotionnelle authentique. C'est-à-dire, comme je parlais un peu plus tôt, une explosion. Souvent dans les autres jeux, on a une explosion sensorielle. Nous, on va chercher une implosion émotionnelle. C'est ça qui est important pour nous. Et ça, si vous l'expérimentez, vous allez voir que lorsque l'interaction est complexe, l'émotion revient à des émotions qui sont beaucoup plus viscérales et primaires. Donc la peur versus le contrôle, vouloir prendre le contrôle et dire « je vais gagner » par rapport à la peur de perdre, qui sont très, très liés fondamentalement. C'est un peu le côté animal qu'on a en nous. La mélancolie, la tristesse sont des choses qui sont presque comme le Saint Graal aujourd'hui, parce qu'on revient toujours à tester les skills du joueur. Et il y a certains jeux là, maintenant qui commencent à sortir, qui sont très intéressants, puis que nous, on est déjà, on tente aussi d'aller dans cette direction-là. Des jeux comme Heavy Rain, des jeux comme The Walking Dead de Telltale, qui demandent, et ce n'est pas les QTE en tant que tel, mais qui demandent une interaction légère. Parce que plus l'interaction elle est simple, et plus l'émotion peut être complexe. L'exemple qu'on donner, parce que bon, on faisait des playtests de Rainbow Six, où ce que les gens étaient sous le feu, ils se faisaient tirer de partout, puis il y a eu une scène qui avait lieu dans la petite fenêtre. Émotionnel, mais les gens catchaient juste pas, ils comprenaient pas ce qui se passait parce que moi je tire des gens, je me fais tirer, puis c'est la survie. Donc ils ne pouvaient pas avoir aucune empathie pour ce qui se passait. Donc ce qu'on a compris, c'est vraiment plus l'émotion est complexe, plus l'interaction doit être simple. Donc que ce soit du QTE, que ce soit juste du mouvement de stick, comme par exemple quand on prend l'arc, c'est un moment unique. Même si ça fait juste faire ça, et je fais juste bouger le stick. Mais ça a un moment très unique et très, très intime avec la première arme. Parce que toute la musique, le acting, la performance, la douceur, juste la douceur d'appuyer sur le stick, juste la douceur d'appuyer donne ce côté intime et ce côté vrai et authentique de l'émotion que Lara elle a. Parce que quand elle tombe par terre, elle réagit, mais tu comprends parce qu'on a créé une anticipation. Quand on est frappé, la tension a été libérée ou lissée. Puis là, on sent cette synchronisation-là. Pour ça, pour moi, les QTE, quand on le prend dans un point de vue où on fait juste faire play un spectacle, je pense que c'est une mauvaise utilisation des QTE. Je pense que ça c'est un diminutif, enfin pas un diminutif, mais une simplicité en fait d'interaction qui n'est pas nécessaire. Mais lorsqu'on veut vraiment raconter sous forme de scène, une émotion qui est très complexe, avoir des interactions d'input simples va aider justement à pouvoir avoir cette relation-là privilégiée avec notre expérience. Ayant travaillé sur de nombreux titres pour de nombreux éditeurs, Daniel et son équipe se pointent avec une certaine expérience. On peut alors se demander dans quelle mesure leurs travaux précédents, et ceux des autres même, ont influé sur ce Tomb Raider. L'équipe qui ont développé Uncharted, il y en a plusieurs qui travaillaient chez Crystal Dynamics avant, donc ils se connaissent. Hein. Je veux dire,
Noah, qui est le directeur créatif du projet, c'est un vieux de la vieille, il connaît tout le monde, il connaît les gens d'Uncharted. Moi, je les connais pas, je viens de Montréal, j'ai Ubisoft Montréal, je connais plein de gens d'Ubi, mais pas les gens comme ça d'ici, donc je les connais pas de San Francisco, je les connais pas. Mais c'est sûr et certain qu'on a eu l'occasion de jouer et regarder tout Uncharted. J'ai eu la chance de travailler sur Assassin. Donc, de ces expériences-là, je l'ai apporté aussi sur ce produit-là. J'ai eu l'occasion aussi de travailler sur Rainbow Six, donc encore d'expériences que j'ai acquis, que j'ai pu apporter. Il y a des gens qui travaillent sur Red Dead Redemption, qui ont travaillé sur Gears of War, qui sont dans l'équipe, qui apportent leur expérience aussi. Contrairement, je pense que le Daryl, qui est à la tête du studio, a vraiment pris la décision d'aller chercher du sang neuf, de rentrer et de vraiment changer la face, on fait de cette licence-là, en empruntant un peu de l'expérience de chacun. Est-ce que c'est du Assassin? Peut-être un peu, parce que bon, j'ai de l'influence là-dedans. Est-ce que c'est un peu Rainbow Six? Peut-être, oui, la façon qu'on shoot. C'est de l'inspiration sur le travail que j'ai eu à faire. Est-ce que c'est un peu du Red Dead, avec la chasse et tout ça? Peut-être, parce que la personne qui a travaillé sur les ennemis, sur Red Dead Redemption. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'expérience de ces gens-là. C'est une petite équipe, mais c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui ont un portfolio super intéressant. Donc c'est vraiment le fun de travailler avec ces gens-là. I'm handling this! No! Juste pour faire un petit bilan, Tomb Raider, la différence qu'elle a par rapport à Uncharted, c'est excellent. C'est le côté vraiment... Nathan est beaucoup plus groundé, ses mouvements sont beaucoup plus calculés, très réservés. Tandis que Lara, quand on joue Lara, elle est focusée beaucoup plus sur la mobilité, le mouvement, on l'appelle... Moi, un des termes qui était important pour nous, la vision, c'était mobility. Même dans son dialogue, elle va dire « I need to keep moving, I need to move ». Et ça, dans le combat, dans le traversal, dans le puzzle, dans tout ce qu'elle fait, elle doit être en mouvement. Donc, les covers utilisés pour le combat, par exemple, ce ne sont pas des petits stops, ce ne sont pas des endroits où je dois arrêter. C'est des endroits qui me permettent de mouvoir encore mieux, de pouvoir vraiment d'approcher. Dans Uncharted, tu gardes certaines distances des ennemis. Tu ne vas pas te rapprocher nécessairement, tu vas regarder, tu vas même reculer. Dans Tomb Raider, tu vas t'approcher. Tu vas vraiment t'avancer et aller chercher les ennemis. Donc, toute cette approche-là est différente. L'approche aussi au niveau du héros. Le héros dans Assassin, le héros dans Uncharted, ces gens ils ont toutes leurs habiletés dès le départ. Lara, elle est vulnérable. Lara est quelqu'un que... Donc, c'est tout un élément que je dirais qui est différent par rapport à ces jeux-là. C'est vraiment est-ce qu'on a voulu faire différent, non. Ce qu'on a voulu faire, par contre, c'est d'enlever le côté Teflon de Lara, de la moderniser, de la rendre réelle. Et ça, c'est la direction qu'on a pris. Et quand les jeux sont sortis, parce que ça fait quand même un certain temps que Tomb Raider est en production, on était vraiment contents, on voit, puis oui, ça nous pousse à se dire, OK, on va travailler là-dessus, Mais globalement, je pense que c'est vraiment... C'était vraiment plus... wow, on est vraiment contents. Et même les gens de Naughty Dog, je m'en souviens, même dans leur forum, quand on a sorti la démo de 3, ça a été allez voir Tomb Raider. Donc il y a comme ce genre de... presque comme des cousins de la famille. Donc ouais, c'est ça. On espère maintenant que ce Tomb Raider tiendra toutes ses promesses. Et quant à nous, on vous promet une critique dans les normes en vigueur à l'occasion de sa sortie sur PS3 et 360 en mars prochain.